française marque l'histoire de la France et conditionne encore nos valeurs républicaines. Cette période, qui s'étend durant 10 ans, de 1789 à 1799, est marquée par l'ampleur de la rupture révolutionnaire avec l'Ancien Régime et les tentatives de reconstruction d'un ordre politique stable. Dans un contexte de crise économique, financière, sociale et frumentaire, le roi Louis XVI convoque en 1788 les États généraux. Les États généraux sont des assemblées extraordinaires qui réunissent des représentants de toutes les provinces appartenant aux 3 ordres de la société, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ils sont le plus souvent réunis en cas de crise ou de faiblesse du pouvoir. Après l'élection des députés des 3 ordres, les États généraux s'ouvrent à Versailles le 5 mai 1789 par un discours du roi Louis XVI qui demande aux députés de voter de nouveaux impôts afin de renflouer les caisses de l'État. Portés par les espoirs suscités au moment de la rédaction des cahiers de doléances, les députés sont en colère face à cette demande. L'exaspération est d'autant plus grande que les modalités du vote ne sont pas fixées. Le roi souhaite un vote par ordre, alors que le tiers-état réclame un vote par tête afin de pouvoir peser face à la noblesse et au clergé. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-état ainsi que quelques députés de la noblesse et du clergé, considérant qu'ils représentent au moins 96% de la nation, se proclament Assemblée nationale. Ils font acte de souveraineté en matière d'impôts et décident d'élaborer une constitution limitant les pouvoirs du roi. À leurs yeux, la souveraineté réside désormais non plus dans la personne du roi, mais dans la nation, qui l'exerce par l'intermédiaire de représentants qu'elle choisit. 3 jours plus tard, le 20 juin, dans la salle du Jeu de Paume, les députés se donnent pour mission de donner une constitution à la France. À cette occasion, le serment qu'ils prêtent est resté célèbre et est immortalisé par un tableau de Jacques-Louis David. Cette révolution, qui jusque-là était restée entre les mains des députés, voit l'apparition du peuple lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Les Parisiens, après avoir dévalisé les dépôts d'armes de la ville, s'attaquent à ce symbole de l'absolutisme et de l'arbitraire royal. L'année 1791 est une date clé de la Révolution française. Face à l'insupportable, le roi Louis XVI a comme ambition de rejoindre l'étranger afin de récupérer son pouvoir avec l'aide des puissances monarchiques européennes, à commencer par son beau-frère l'empereur d'Autriche. En juin 1791, la fuite de Varennes se termine lamentablement et la famille royale est ramenée à Paris et assignée aux Tuileries. Cette fuite est vue comme une trahison et les liens symboliques unissant le roi à la nation sont rompus. La nation se méfie désormais de son roi. De même est relancée la crainte d'un complot intérieur préparant l'invasion. La Constitution de 1791 modifie le pouvoir du roi en instaurant une séparation des pouvoirs et institue une monarchie parlementaire. La monarchie absolue a cessé d'exister. Si le roi est inamovible, il ne possède plus que le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est confié à une assemblée législative indissoluble. Le roi possède un droit de veto permettant de suspendre l'exécution des lois votées par l'Assemblée. De même, le statut des Français est modifié. Ils ne sont plus des sujets, mais des citoyens qui possèdent le droit de vote et qui incarnent la nation souveraine. Cependant, ce suffrage est censitaire, puisque seuls les citoyens riches peuvent voter, et ceux, encore plus riches, être élus. Le roi doit prêter serment à la Constitution
le 14 septembre 1791. Les monarchies européennes craignent une contagion révolutionnaire. Après des menaces proférées à l'encontre des révolutionnaires par l'empereur du Saint-Empire, la France déclare la guerre en 1792 à une coalition de puissances européennes. Entre les guerres extérieures et la contre-révolution vendéenne, la Révolution se sent menacée. Le manifeste de Brunswick, attribué au chef de l'armée prussienne, est connu en France le 1er août 1792. Ce manifeste menaçait les Parisiens d'une exécution militaire et d'une subversion totale s'il était fait la moindre violence à la famille royale. Pour les révolutionnaires, c'est la preuve d'une nouvelle trahison du roi. Cela va entraîner la chute de la monarchie le 10 août 1792. Cette journée du 10 août est considérée par certains historiens comme une seconde révolution. Une foule d'insurgés s'attaque aux Tuileries, résidence surveillée de la famille royale et donc siège du pouvoir exécutif. La famille royale se réfugie à l'Assemblée et demande protection. Face à la pression des insurgés, l'Assemblée dépose le roi. La famille royale est conduite à la prison du Temple. C'est la fin de la monarchie parlementaire. Le 21 septembre 1792, le lendemain de la victoire de Valmy, la République est proclamée. En décembre 1792, le procès de Louis XVI s'ouvre. Désormais appelé Louis Capet, Louis XVI est mis en accusation pour trahison et conspiration contre l'État. Il est reconnu coupable et est condamné à mort. Il est exécuté le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette connaîtra le même sort en octobre 1793 et le petit dauphin Louis XVII mourra à la prison du Temple en 1795. Ne subsiste de la dynastie Bourbon que les deux frères de Louis XVI qui ont immigré à l'étranger, les futurs Louis XVIII et Charles X. Dans le contexte de danger intérieur et extérieur, la terreur désigne la période révolutionnaire qui s'étend de 1793 jusqu'à la mort de Robespierre, guillotiné le 28 juillet 1794. Maximilien de Robespierre, surnommé l'Incorruptible, est un avocat élu par le tiers-État au moment de la convocation des États généraux. Il participe à l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire, à la mise en place du comité de salut public et de la terreur. Cette période est caractérisée par l'instauration d'un tribunal ayant pour but de pourchasser toutes les personnes susceptibles de représenter une menace pour la Révolution ou suspectées de n'avoir pas toujours soutenu la Révolution. Le bilan est terrible. 17 000 condamnations à mort selon les documents officiels, en réalité près de 40 000 victimes si l'on compte les personnes assassinées sans jugement.